Et workshop. Hello, Hello, les gens sont timides. tu vois le stream, tu vois mon écran? Ouais, moi, il n'y a aucun souci. Ok, super. Attends, ouais, si, c'est bon, c'est en train de charger. Ah, attends, comment j'ai fait? Du coup, je sais plus si je t'ai demandé ou pas, tu veux que je présente l'assaut ou je te laisse dérouler et puis Ouais, bah je te tu laisse commences. présenter. Ok, bon, bah, je commence et puis Hmm. je te laisse ranger. J'ai ma caméra ou pas? Sur Discord, non. Non? Ah, Et putain. de toute façon, tu peux pas regarder et la caméra et le stream. Oui, oui, je sais, mais à moins d'avoir tout en mosaïque, mais c'est un peu petit. Oui, bah, du coup, c'est un peu plus petit, ouais. Puis tu vois les autres. Ouais, ouais. Moi, je mets pas la mienne parce Non, que. mais c'est juste le temps de faire la présentation, je la couperai après. Ok, Ah, mais là, le temps du démarrage. ça me fait penser, là je te vois avec la bière de 33 à la main. C'était le mec de The Art of Code. Ouais. Il y avait une vidéo qu'il avait faite comme ça, et à un moment il prend une pinte de bière, tu sais, genre les bières allemandes, là, les Ah oui, énormes oui, les trucs. grosses chopines là. Et genre il boit un coup et puis il fait c'est du thé, hein, si jamais vous vous demandez, et je repose la chape. Ça sera pas. Comment, comment c'est sur YouTube pour gagner de l'argent avec. Ah, Ça si sera pas l'alcool, monétisé. je sais pas s'il démonétise pour de l'alcool. Ah, je pense. Ouais, Ah, il démonétise pour un paquet de trucs, je pense. ouais, c'est ça, il est tellement sensible pour le moindre truc que bon. Ça me servira. Ouais, on va pas commencer à essayer de monétiser la chaîne YouTube anti-pattern. Quoique ça pourrait être une source de revenus pour l'assaut, hein. Bon, si ça fait toujours quelques euros qui tombent, toujours ça. Hello! Salut! Quelle heure il est? Il est 20h03. Bah, ça se trouve, on sera pas nombreux, hein, maintenant que les terrasses sont rouvertes, les gens sont dehors. Ouais, c'est ça. Faut demander au barman de diffuser notre workshop. C'est ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore 2-3 minutes ou. Ah mince, du coup, j'ai Y a fermé. personne qui est arrivé là. Bah, si tu veux, tu peux poster un petit message dans le Discord et puis on peut se lancer. Yes. Attends, je reviens et je présente l'assaut et puis on se lance. Ouais, ça marche. Et bah du coup, bonjour à tous. Pas nombreux pour l'instant, mais alors il me semble que il y a des têtes que je connais, mais il y en a que je connais moins, notamment Clem qui est arrivé à l'instant pour le workshop. Du coup, pour présenter rapidement l'association anti-pattern, alors je te mute 2 secondes, Lionel, Yes. parce que j'ai un écho. Et donc, pour présenter rapidement l'association, nous, ça fait une toute petite année qu'on existe. On est une association d'art numérique située à Lyon. Et du coup, on a organisé jusqu'à maintenant des apéros, des discussions où il y avait des gens qui venaient un peu présenter certains projets ou certains parcours qu'ils
qu'ils avaient eu. Et là, depuis 2 semaines et demie, du coup, avec Lionel, on organise des workshops du coup sur ce Discord pour un peu faire vivre l'association dans cette période un peu particulière où on peut sortir mais pas trop. Et puis bah, aussi pour partager le savoir et les choses qu'on aime et sur lesquelles on travaille. Du coup, ce soir, la suite, suite et continuité un peu d'Observable, mais avec une application P5 de Lionel. Et puis la semaine prochaine, moi je continuerai sur les shaders. Donc voilà un peu pour l'introduction de la soirée. Et puis du coup, bah, je laisse la main à Lionel pour ce soir. Ok, ben merci. Du coup, Kevin, je sais qu'il était là à la présentation d'Observable. T'as le micro coupé Ah encore. oui, c'est mieux comme ça. Hop, je vais peut-être couper ma caméra. En fait, je sais pas pourquoi mon ordi chauffe, du moins souffle pas mal, donc ça sera toujours ça qui tourne en moins. Tac, tac. Euh, hop là. Du coup, l'idée en fait, c'est, alors je sais pas si le FPS est toujours un peu saccadé, non, sur la capture que vous avez. Ouais, C'est un peu, ouais, un peu saccadé. C'est équivalent à ce que tu avais tout à ok, l'heure quand on a fait les tests. ok. Euh, tac, et il va y avoir un autre truc qui va encore bien saccader. Hop là. Euh, L'idée ce soir, en fait, c'est de vous présenter un peu un outil, du moins pas de présenter, mais d'aller vraiment sur l'utilisation d'un outil que j'ai fait et que j'utilise pour faire un paquet de loops et de gifs en ce moment, qui me permet du coup de faire ce genre de gif avec P5JS, mais en ayant en plus bah, de la possibilité d'avoir quelque chose d'un peu plus propre en termes de rendu, à savoir un peu de motion blur pour lisser les animations, de pouvoir avoir des aberrations chromatiques, mais aussi bah, après, comme c'est avec P5JS, je peux faire des shaders et les afficher dans P5JS, donc la possibilité de faire pas mal de choses différentes. Et donc l'idée, bah, c'est un peu de partager cet outil-là, de montrer comment je m'en sers le plus simplement possible. Et puis de voir justement aussi en fonction des retours que vous pourrez me faire, voir comment est-ce que je peux améliorer ça. Il y a peut-être des usages auxquels j'ai pas pensé et qui peuvent améliorer cet outil-là. Du coup, cet outil, je vais vous donner le lien directement. C'est un outil que j'ai fait qui est sur donc Observable. Hop, hop. Je vous mets le lien dans Workshop directement. Ah, donc, juste un truc, bah, du coup, on va se servir d'Observable. Est-ce que vous avez tous un compte Observable? Ouais, non. Yes, moi c'est bon. Ou- Ouais, c'est bon aussi, merci. Ouais. Ok, bah sur Observable, tu vas sur observable.com et je crois que tu peux te loguer avec pas mal de choses. Ça doit être avec YouTube, Facebook, avec Google, Facebook, GitHub. Je crois qu'il y a pas mal de, de services différents pour se connecter. C'est assez rapide. On t'attend quelques minutes le temps que tu fais ça? Non, non, mais moi j'ai dit que c'était bon, pardon, je sais pas si tu parles à moi. Ah non, je parlais à Clem qui a pas de compte Observable, pardon. Désolé. Non, pas de souci. Alors, en fait, alors là, je sais pas, vous devez voir que ça saccade à fond. En fait, c'est normal, c'est le temps de générer les gifs. À chaque fois, ça prend un peu de temps, vu que je vais avoir, pour faire du motion blur sur cet outil, je vais faire des frames intermédiaires et du coup, calculer le flou avec ces différentes frames. Donc,
Donc c'est pour ça au départ ça peut saccader pas mal en fonction de l'animation qu'on va faire. Mais une fois que le rendu est fait, on a quelque chose de très propre, très lisse, où on va pouvoir même choisir le FPS qu'on veut sur l'export. Euh, et du coup, bah, peut-être que plutôt que d'en parler, on va regarder directement comment s'en servir. Donc je vais faire un nouveau, euh, un nouveau notebook sur Observable. Alors en fait, dans Observable, donc on a des cellules et chacune de ces cellules nous permet de taper du code. Là, j'utilise simplement une fonction AMD pour Markdown pour, euh, pour afficher un titre en Markdown. Alors la syntaxe est un peu bizarre, mais c'est du JavaScript valide. C'est pas une erreur. Donc peut-être que la première chose à faire, comme on veut utiliser cet outil-là, ça va être d'importer notre outil. Donc normalement, toc, je le documente à chaque fois. J'aurais pas dû le fermer, mais voilà, on peut démarrer par importer l'outil en tapant import BNB from @makio 135/BNB. C'est la méthode d'import dans Observable pour importer du code qui a été fait dans un autre notebook. Hop. Alors on peut valider soit en cliquant sur la petite cellule qui est au bout, soit en faisant Shift Entrée pardon, directement de cette manière-là. Hop. Pareil, les cellules, on peut les épingler pour continuer à avoir le code ou alors on peut les désépingler pour que quand on passe à une nouvelle cellule, on n'ait que le résultat de notre programme. Ce que je vais faire, alors là, c'est juste une question d'habitude pour organiser un peu mon notebook, mais je vais faire une deuxième petite partie en Markdown où je fais 3 underscores, ça va me permettre d'avoir une ligne. Et en général, je fais un titre de import. Comme ça, ici, je mettrai tous mes imports des différents outils qu'on va utiliser pour faire notre animation. Et au-dessus, j'aurai mon code justement plus propre. Donc l'idée, c'est que cet outil-là, il fonctionne simplement en faisant BNB, normalement. Non, il lui faut un objet, pardon. Un objet, et si on lui passe rien, bah vous devez normalement tous avoir une petite animation juste qui va du noir au blanc. Ça fonctionne? Ouais, jusque là, tout va bien. En général, ce que je fais aussi, c'est que je fais des variables de taille pour mon animation. Alors, je les fais en général au-dessus. Ça fait un peu partie des paramètres de mon animation. Alors, en général, les animations que je fais, je les fais en 540 par 540. Donc, je fais une variable W pour la largeur, une variable H pour la hauteur, mais elles sont égales. Pouf. Et donc, Lionel, au niveau des paramètres de stream, tu t'es remis en 720p ou tu es toujours en 480? attends, je regarde. Stream quality, je suis en 480, je peux me mettre en 720. Ouais, ce sera. Ah ouais, ok, c'est pas mal. Ok, C'est mieux. ok, ok. Ouais, merci beaucoup. N'hésitez pas. Euh, du coup, en fait, cet outil-là, BNB, il fonctionne, donc on lui passe un objet, et à l'intérieur de cet objet, on va pouvoir venir mettre des... Ah ouais, c'était pas de ton côté, désolé. On va pouvoir venir lui mettre des paramètres. Donc il y a un premier paramètre qui peut être la largeur et la hauteur. Donc ça, en JavaScript, c'est l'équivalent d'écrire
d'écrire W deux points W H deux points H. Donc ça c'est juste une syntaxe un peu raccourcie du JavaScript. En fait, il va chercher directement la variable qui a ce nom-là et attribuer sa valeur directement dans un objet. On va avoir quoi d'autre? Ben, on va avoir des paramètres, c'est ce que je vous disais, c'est fait avec P5JS. Donc, on va pouvoir avoir euh, un paramètre setup qui se définit comme une fonction, mais qui aura un premier paramètre qui sera notre sketch P5. Donc, ça va nous permettre après de pouvoir utiliser les méthodes de processing à l'intérieur de notre sketch. On n'a pas besoin de définir la taille. On va pouvoir, par exemple, faire sketch.background red. Et on va avoir après, par la suite, on aura une deuxième méthode qu'on utilisera qui sera du coup la fonction draw qu'on retrouve dans processing, qui aura également un paramètre sketch. Alors je vais les raccourcir sketch, je vais écrire juste S, c'est un peu plus rapide. Et du coup ici je peux faire s.circle. Et donc on va utiliser on utilise en fait ce qui s'appelle le instance mode de P5JS. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Alors je peux faire W divisé par 2, H divisé par 2, et puis 100. Et donc j'ai ce genre de choses. Est-ce que le mode instance de P5JS, ça vous parle? Je vais vous mettre un lien, tac, on va regarder ça. En gros, c'est que P5JS fonctionne avec deux modes. Il y a le mode global, où on va avoir function setup, create canvas, function draw, background, fill, ellipse. En gros, toutes les fonctions et toutes les méthodes de P5JS vont être déclarées de manière globale dans notre page ou dans notre contexte JavaScript, et du coup, on pourra les appeler depuis n'importe où. Dans Observable, ça fonctionne un peu différemment, du moins P5JS, le mode global et Observable sont pas hyper copains. Du coup, pour ça, on utilise le mode instance, c'est-à-dire qu'on a une variable qui représente notre sketch. Et après, pour chacune des méthodes de P5, on va faire sketch.la méthode qu'on veut. Mais c'est la seule différence au niveau de ce qu'on va pouvoir écrire après en termes d'utilisation de P5. C'est clair pour tout le monde, ça? Je suis pas sûr. Ouais, super. Hop là. Souvent, même le setup, on peut s'en passer aussi directement. On peut se faire un truc un peu comme ça, directement. Et ça nous suffit pour faire nos éléments. Comme cet outil-là, vraiment, BNB, il est vraiment fait pour faire des loops. Et on a un deuxième paramètre qu'on peut avoir dans la méthode draw qui est le temps. Et donc, c'est un temps qui va de 0 à 1 en fonction qui va s'étaler sur le nombre de frames qu'on a. Ce nombre de frames, en fait, c'est une variable c'est un paramètre qui est défini par défaut, qui doit être à 60. Nous, on va mettre, par exemple, qu'on veut 100 frames. Et donc, notre variable t, elle ira de 0 à 1 en 100 frames. Donc, si on fait 100 fois t, par exemple, bah, j'aurai mon cercle qui va aller de 0 à 100 et qui va reprendre à chaque fois qu'il aura atteint 100 frames, il reviendra.
un des autres avantages de ça, c'est on peut gérer aussi notre FPS. Notre FPS, c'est pareil, il est défini par défaut à 30 frames secondes. On peut se dire qu'on veut une animation qui soit à 25 frames secondes, donc on sait qu'on ira de 0 à 1 en 4 secondes. Je vais le faire un peu plus grand comme ça. Et donc on va avoir ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment juste histoire de regarder un peu les premiers paramètres de cet outil-là. Et puis un autre paramètre qui peut être assez pratique, c'est d'avoir record true. Et donc quand on fait ça, donc là il nous fait nos frames. Ça s'arrête un moment quand il a terminé. Et ensuite, donc, on va avoir un petit bouton save qui va apparaître. Et en fait, ça va être notre GIF qui va tourner. Voilà. Donc, vraiment, il a du mal ce soir. Ça fonctionne chez vous ou c'est mon ordi qui ramasse vraiment? Ouais, c'est bon, chez moi ça fonctionne en tout cas. Ouais, t'as. Ah, ouf, ouais. Il galère un peu, moi. Et du coup, ça nous permet, voilà, hyper simplement, très rapidement, bah, de pouvoir faire des animes. Et puis après, bah, si on clique dessus, pouf, on télécharge notre GIF. Ça a un côté assez pratique pour pouvoir générer ça. Pas besoin d'exporter toutes ces frames et puis après de les exporter avec, les compiler avec FFmpeg ou un autre truc pour faire un GIF. Euh, Et de la même manière, une fois qu'on a ce genre de choses, on peut aussi choisir vidéo. Donc vidéo, pareil, il va nous recréer chacune de nos frames et puis il va nous sortir une vidéo au format WebM. Et je viens de rajouter une autre possibilité, c'est que du coup, quand on met vidéo à trou, il nous fait un WebM. Et pour garder un peu la compatibilité avec les autres, j'ai changé le paramètre de manière un peu particulière, mais c'est que si on lui passe MP4 au lieu de trou, bah là du coup il va nous faire une vidéo format MP4, donc ça peut être assez pratique pour être exporté sur d'autres plateformes, être partagé. Donc Tu utilises FFmpeg.js du coup non, pour le. non, non, du coup j'utilise pas FFmpeg.js, j'utilise ce que Kevin m'avait partagé, c'est H264 MP4 encodeur, Ok. qui est beaucoup plus léger vu que FFmpeg.js il fait à peu près 25 mégas. Ouais, ouais. Donc, donc voilà, là je peux, en général, quand je fais mes boucles, je vais les partager par exemple en GIF sur Twitter, comme ça elles s'affichent vraiment en loop en permanence et je vais pouvoir aussi faire vidéo MP4 pour les partager sur Instagram ou d'autres plateformes. Donc Ouais, ouais. l'idée c'est vraiment de simplifier le process et d'aller assez vite et pas de refaire des vidéos, du moins, de refaire des manipulations sur les fichiers. Ouais, ouais, c'est cool. Euh, ok, du coup, bon, on a une animation qui est un peu basique. On pourrait faire s.sinus. Si on voulait faire une boucle, vraiment, là, on a quelque chose qui redémarre. On pourrait utiliser s.sinus. C'est pareil que mat.sinus, sauf que c'est la méthode de P5, c'est plus quoi à taper. Et on peut faire du coup, faire s.sinus de notre temps fois s.to. S.to, ça va nous faire justement le tour d'un cercle. Donc c'est un peu comme si on faisait faire un cercle à notre temps, du coup, vraiment le faire revenir à la même position. Et donc de générer, je vais me mettre en MP4, ça a l'air de faire les vidéos beaucoup plus vite que les GIFs.
Hop. Et donc j'ai ma boucle. Donc ça peut être des moyens d'animer quelque chose, de faire des boucles. Moi, je vous montrais un peu un autre GIF que j'ai mis justement sur le channel workshop. Aujourd'hui, on va regarder pour faire un peu ce genre d'animation. Ça va nous permettre de voir un peu d'autres éléments qui sont intéressants dans le temps, à savoir un peu de faire une espèce de timeline. Comment est-ce qu'on découpe un temps qui va de 0 à 1 pour avoir des séries d'éléments, des séries d'événements. Et après, de pouvoir aussi jouer avec d'autres choses, avec de la couleur, avec des éléments qui seront un peu plus graphiques. Donc ce qu'on peut faire pour démarrer, on va arrêter ça. Ça, c'était vraiment le Hello World de cet outil-là, on va dire. Ce qu'on peut faire, c'est faire un rectangle. Et ce qu'on veut faire, c'est faire un premier rectangle qui va s'agrandir et ensuite qui va faire qui va faire comme s'il partait sur la gauche. Donc on peut faire notre rectangle 0, 0, width 8 et on va lui faire pas de contour, no stroke et s.fill 255. Donc là, en fait, j'ai juste un rectangle blanc, donc vous y voyez pas grand-chose. Peut-être qu'on peut faire l'inverse, sinon je vais le faire en noir avec un fond blanc, comme ça on le verra un peu plus. Ok. Donc l'idée, c'est d'avoir un rectangle qui s'agrandit. Donc ça, c'est un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si on fait width fois le temps, notre rectangle s'agrandit. Et après, on pourrait lui dire simplement de décaler notre X pour qu'il sorte du sketch. Donc c'est là où ça peut être un peu tricky. Ça veut dire de se dire, par exemple, je prends mon temps, s'il va de 0 à 0,5, j'agrandis la largeur. Et puis après, de 0,5 à 1, je fais avancer mon rectangle. Mais donc ça peut faire un peu, ça peut faire pas mal de maths, mais finalement j'ai trouvé des outils, des fonctions qui sont assez pratiques. Alors il y en a que j'ai emprunté directement. Toc, toc, toc. Attendez, on va faire ça. On va l'importer directement et puis comme ça on ira regarder d'où ça vient. On va importer une fonction qui s'appelle linear step from @makio135 / utilities. Et comme ça, je peux vous montrer un peu cette fonction-là. Utilities, c'est c'est un autre notebook où j'ai vraiment un paquet de fonctions qui sont aussi bien des fonctions mathématiques, des fonctions, des utilitaires géométriques, des éléments d'animation, un paquet de choses différentes. Je vous en montrerai quelques-uns au fur et à mesure. Où est-ce qu'il m'a mis? Alors, j'ai des fonctions sur de l'aléatoire aussi qui peut être pratique. Ah, step. Alors, step, je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière, mais step, du coup, ça permet justement d'avoir, par exemple, une variable en dessous d'un certain seuil, elle va être à 0, au-dessus du seuil, elle va passer à 1. Linear step, alors celle-ci, en fait, Ah. Euh, Toutes ces fonctions-là, en fait, elles viennent de fonctions qui sont utilisées pour des shaders que j'ai trouvé sur The Book of Shaders. Euh, tac. Et que j'ai porté pour utiliser avec P5. Ça doit être dans Examples Gallery. Shapes, patterns, Motion Toolkit. Voilà. En fait, voilà, je vais vous partager ce lien-là.
Motion Toolkit, donc c'est fait par Kind, je sais pas son nom exact. Mais du coup, qui a fait des fonctions qui vont permettre justement de jouer avec le temps qui va de 0 à 1 et de pouvoir lui dire, bah, par exemple, quand notre variable elle va de 0,3 à 0,5, nous on aura une valeur qui va de 0 à 1. Alors je vous montre concrètement ce que ça veut dire. Mettons qu'on veut animer notre rectangle, c'est ce qu'on disait. On va faire une variable, touc, rectangle width. On va lui dire qu'on veut faire linear step t quand il ira de 0,3 à 0,5. Et ben, notre variable, nous, cette fonction-là va nous retourner une valeur qui va de 0 à 1. Donc on peut faire, par exemple, RW, donc notre variable de 0 à 1, pouf, d'un seul coup elle va augmenter, ensuite on a un temps qui va se passer, et ensuite il ne se passe plus rien. Donc on peut faire la même chose par exemple en disant const x linear step t, on va dire de 0,8 à 1. Et pareil, on va faire fois W, comme ça elle va avancer aussi au fur et à mesure. Elle va avancer jusqu'au bout de notre... Donc ici, on a le temps qui va de 0,3 à 0,5, pouf, ça avance. Et ensuite, on a la deuxième partie qui avance. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une animation ultra basique. Et du coup, une fois qu'on a notre temps qui va de 0, de 0 à 1, maintenant on a des éléments, on a des sous-temps, on va dire, qui vont eux aussi de 0 à 1. On va pouvoir faire aussi de l'animation là-dessus, du moins utiliser des fonctions de easing par exemple, pour pouvoir avoir d'autres choses que du linéaire qui est assez statique, assez ennuyeux. Donc pareil, il y a une fonction is dans mon notebook utility. Et donc la fonction is, elle va prendre une valeur de 0 à 1. Et elle va nous permettre d'avoir une animation un peu plus intéressante. Hop. Alors c'est vraiment pas fluide sur le mien. Si maintenant ça l'est un peu plus. Est-ce que vous ça fonctionne? Yes, c'est correct. Ouais. Ok. Du coup, alors peut-être que je peux vous montrer un peu mieux ce qu'elle fait. Je vais utiliser un autre outil encore. Import plot from. Alors c'est pareil, je me fais un paquet d'outils. @makio135/p5plot. En fait, c'est un petit outil que je me suis fait qui me permet justement de visualiser vraiment des fonctions mathématiques. Et du coup, je peux faire plot. Alors, ça prend en entrée une variable x et il faut qu'on lui calcule son y. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'était linear step, par exemple, de x entre 0,3 et 0,5. Donc, vous voyez là, c'est juste que ça va de moins 1 à 1, mon graphe. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit changement. On va rajouter un paramètre zoom entre 0 et 1. Hop. Je vais faire moins
0.01 jusqu'à 1,01, comme ça on verra 1.01. Tac, comme ça on verra un tout petit peu mieux les bords. En gros, cet outil plot, il me permet juste de voir une fonction mathématique. Et donc, vous voyez, on avait notre temps qui va de... On a notre temps, là, où x, c'est notre temps. Lui, il augmente de manière linéaire, donc c'est vraiment la diagonale, normalement. C'est juste notre temps, normalement, il nous donne ça. Voilà, il augmente de manière linéaire. Nous, en utilisant linear step, ça nous permet de le faire garder à 0 et de le faire passer à 1 à un certain moment. Et ensuite, on va avoir la fonction is qu'on va utiliser, qui va nous permettre de lisser notre temps. Alors ici, c'est peut-être un peu serré, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais vous voyez, c'est un peu comme un smooth step, on va dire. Et pareil, la fonction is, on peut lui passer une puissance pour dire justement à quel point on veut augmenter la vitesse, la vélocité. Et donc, en faisant ce genre de choses, ben, c'est ce qu'on va utiliser justement pour pouvoir animer nos éléments. Il y a une deuxième fonction un peu comme linear step qui est pratique, qui s'appelle linear step up down, pareil, qui vient du Motion Toolkit sur The Book of Shader. Et linear step up down, ben elle va prendre deux autres paramètres en plus. Qui vont être, en fait, les deux premiers paramètres, ça va être la partie sur laquelle on va passer de 0 à 1, et on aura deux autres paramètres qui nous permettront de redescendre de 1 à 0. Et donc, en utilisant ce genre de fonction, bah voilà, on lisse un peu, du moins, on peut fractionner notre temps comme on le souhaite pour animer certains éléments seulement à certains moments. Donc ici, par exemple, c'est ce qu'on avait. Pour le moment, on n'a qu'un seul rectangle, donc c'est pas trop gênant de le faire sortir de la fenêtre. Quand on en aura plusieurs les uns à côté des autres, bah justement, ce sera là où ce sera intéressant de pouvoir faire linear step up down et de se dire, ok, on va monter de 0 à 1, du coup la largeur de mon rectangle, elle va prendre toute la largeur entre 0,3 et 0,5. Et ensuite, entre 0,8 et 1, je pourrais lui dire de redescendre son temps, redescendre sa largeur. Jusque-là, c'est OK, ces trucs-là. En fait, c'est vraiment les outils très basiques, mais qui vont nous permettre de faire de l'animation très facilement par la suite. Ouais, pour moi c'est ok. Ok. Et ben, ce que je vous propose, c'est comme là, on n'a qu'un seul rectangle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire toute une série. Alors, ce que je vous montrais sur le GIF, il y a une espèce de grille avec des subdivisions. En fait, c'est pareil, c'est un outil, c'est une fonction utilitaire que j'ai parce que je la réutilise assez régulièrement finalement pour faire des grilles et ce genre de choses. Elle s'appelle DivideRect. Et cette fonction-là, en fait, elle permet juste on lui donne des dimensions d'entrée, un coin 0, un coin en haut à gauche, les dimensions x et y du moins les largeurs, largeur et hauteur de notre rectangle. Et à partir de là, on va lui donner le nombre de subdivisions qu'on veut faire. Et du coup, on aura nos subdivisions aléatoires qui seront faites de cette manière-là. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est que comme ces subdivisions, on ne veut pas qu'elles soient recalculées à chaque frame, on va les faire
dans notre setup. Mince. Ah, hop. Dans notre setup. Et c'est là où on va pouvoir voir un dernier paramètre qu'on peut retrouver dans les fonctions setup et draw. C'est un paramètre G pour global. En gros, ça va nous permettre de stocker des variables globales à notre sketch et du coup de pouvoir le réutiliser après dans draw. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rect égale un array. Elle fonctionne comme ça, notre fonction. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on passe notre rectangle à notre fonction. Donc, on peut faire, on veut de 0, 0 à width 8. On veut 7 subdivisions. Et donc, on lui passe notre array. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que notre array, du coup, il est rempli. Alors, ce qu'on peut faire dans Observable, c'est utiliser Mutable. En fait, quand on crée une cellule, normalement, dans Observable, on ne peut pas la modifier depuis une autre cellule. Ici, ce que je vais faire, c'est... Hop, je vais l'appeler R. Je lui donne une valeur de départ. Ça peut être 0 ou n'importe quoi. Mutable R. Et du coup... Ici, comme ça va me permettre de voir un peu ça. Je vais dire égal rect. Et du coup, ça me permet, voilà, de voir un peu mon résultat directement là-dedans. Donc, vous voyez, en fait, c'est juste des listes de coordonnées. En fait, la fonction, elle est faite pour pouvoir être utilisée avec des SVG, avec P5JS, avec n'importe quoi. J'essaye à chaque fois de faire des outils qui sont le plus génériques et qui pourront permettre de répondre à différents usages. Donc voilà, là on a juste une liste de rectangles. Donc on pourrait les afficher directement comme ça. On va dire si, alors on veut un stroke, s.stroke, 0, s.fill 255, ou à l'inverse, 255, 0. Et du coup de dire g.rect. Donc ça c'est notre... ah non, pardon, on l'a pas encore fait g.rect. On va le faire ici, dans le setup. Est égal à nos rectangles. Point for each. Pour chaque rectangle, on veut dessiner un rectangle. Donc à r.x, r.y, r.w, r.h. Et donc on a nos rectangles qui apparaissent. C'est bon chez tout le monde? On peut peut-être en faire un peu plus. Est-ce que tu peux remontrer juste une seconde, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ce que je peux faire même, c'est faire publish. Tac. Comme ça, je vous partage le lien vers le notebook. Et puis, je republierai au fur et à mesure. Comme ça, vous avez juste à recharger la page aussi pour voir où j'en suis, si jamais il y a besoin. Ouais, pourquoi pas, s'il te plaît. Merci beaucoup. Euh,
Ce qu'on va faire maintenant, alors, ok, là, on peut les afficher directement. Ce qu'on va faire, c'est comme, ouais, Ta division de rectangle, du coup, est-ce que on peut avoir un petit peu la main dessus sur certains ouais. Alors, j'ai juste laissé détails? un dernier paramètre qui est le seuil. En fait, là, elle se divise de manière aléatoire. Et du coup, on peut gérer le seuil, dire tu vas diviser à chaque fois que tu jettes un dé et que à chaque fois que tu es en dessous de 0,5, alors c'est pas un dé, mais à chaque fois que tu tires une valeur entre 0 et 1 et que tu as 0,5, on va faire une nouvelle subdivision dans notre rectangle. Euh, c'est un peu la seule main, du moins je voulais pas trop plus la surcharger avec plein de paramètres. Après, du coup, elle est retrouvable. Elle est retrouvable Oui, ici. oui, Et alors, j'en ai une deuxième, ouais, c'est divide rect for. En fait, ça va me permettre de diviser mes rectangles en quatre. Du moins, ça va me faire comme des carrés. Donc, je vais plutôt l'importer aussi. Divide rect for. Divide rect for. Euh, tac. Elle s'utilise exactement de la même manière. Ah, sauf que 0,5, le premier coup, il m'a fait une valeur. Ah, voilà. En fait, comme à chaque fois, je fais 0,5, à chaque fois, j'avais pas de chance, je tombais sur une valeur qui était au-dessus, donc il me divisait pas, il me faisait pas la première division. ouais. Hop là. Alors Donc, peut-être que 8, avec celle-ci, comme on divise notre rectangle en 4 à chaque fois, c'est un peu beaucoup, divisé en 8. Mais voilà, on peut faire ce genre de choses. ok. Et du coup, de venir varier sur, ah, voilà, le nombre de subdivisions simplement par Ok, le seuil qu'on veut lui donner. ça va. Du coup, on va revenir sur divide rect normal et mettre un seuil un peu plus grand. Ou si on met pas de seuil pour celui-ci, en fait, il nous met un seuil qui est à 1. Et pourquoi il arrive à avoir des valeurs au-dessus? Ok. Et donc, on a ce genre de choses. Maintenant, comme on veut animer chacun de nos rectangles séparément, en utilisant ça de cette manière-là, ça peut être un peu compliqué. Et comme on va vouloir en plus leur attribuer une couleur à chacun de nos rectangles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt on va plutôt se faire une classe qui nous permettra qui nous permettra vraiment d'avoir un peu plus la main sur nos rectangles. Donc je vais faire une classe rect avec un constructeur qui prendra en paramètres x, y, w, h. Du coup, on va attribuer à chacun de nos rects this.x, 10.x égale x, 10.y égale y, 10.h égale h. On pourrait le faire un peu plus proprement en déconstruisant directement, en passant un objet et en déconstruisant. Euh, hop là. Donc, et ensuite, on aura une méthode display qui prendra en paramètre, elle aussi, on lui passera le sketch pour avoir les méthodes de dessin de P5JS et le temps de l'animation, comme ça, en fonction du temps de l'animation, on pourra lui dessiner, le dessiner comme on veut et l'animer correctement. Et donc, on aura s.stroke 255 pour faire notre trait blanc, s.fill 0, s.rect 10.x, 10.y, 10.w, 10.h.
Donc ça nous change pas grand-chose, mais ça va nous permettre d'avoir un peu plus la main sur nos rectangles et du coup de pouvoir les animer assez facilement et même leur donner de la couleur assez rapidement aussi. Donc, on revient sur notre tableau global de rectangles. On va faire, on a notre tableau rect. Ce qu'on va faire, c'est que pour chacun de ces rects là, on veut un nouveau rectangle avec r.x, r.y en paramètre, r.w, r.h. Donc maintenant, on a un tableau d'objets de type rect. Et maintenant, on peut faire g.rect. Alors, ça revient... en fait, j'aurais dû garder ce que j'avais écrit tout à l'heure. G.rect .for each r. Ah ben non, on a juste à écrire r.display et on lui passe le sketch et le temps qu'on utilisera juste après pour l'animer. Voilà avec mes subdivisions. Je vous laisse, je fais publish comme ça, vous pouvez retrouver le code à jour directement sur le lien que je vous ai filé. Ça marche? Jusque-là, ça va? Yes. Ok. Hop. Après, sur les boucles que je fais, en fait, j'étais vraiment pas doué avec la couleur pendant pas mal de temps. J'utilisais toujours la même palette. Du coup, c'est pareil, j'ai fait un autre outil sur Observable. Je vais le trouver plus facilement en faisant comme ça. Tac. Un outil qui s'appelle Give Me Colors. Hop. Je pense que je l'ai présenté la dernière fois, mais je le remets ici. Hop, Give Me Colors, en fait, il va me permettre de récupérer plein de palettes qui sont déjà faites par des designers, par des graphistes, par des gens qui ont vraiment un meilleur toucher que moi avec la couleur. Du coup, j'utilise ça à chaque fois. Donc pareil, ça fait partie des éléments que j'importe. Je fais un import, get random palette et display palette from @macro135 slash give me colors. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une autre. Je sais que je vais déjà utiliser une autre méthode de utilities. C'est une méthode qui s'appelle shuffle, qui me permet qui permet de mélanger un tableau. Je vais vous montrer tout de suite à quoi elle va me servir. Alors, ce que je fais en général, comme les palettes, c'est des paramètres de mon animation, je les mets au-dessus de mon visuel. Je fais toujours un peu comme ça. Et du coup, je fais une première variable p égale getRandomPalette. Je fais une deuxième variable palette égale shuffleP. Donc elle va juste me permettre de mélanger l'ordre des couleurs dans ma palette. Et ensuite, j'utilise display palettes de palette pour voir ma palette. Donc P, à chaque fois que je l'exécute, voilà, j'ai une nouvelle palette. Et palette égale shuffle P, ça me permet juste de modifier l'ordre de mes couleurs. En fait, ça me permet, je m'en sers régulièrement, ça me permet de me dire, ok, la couleur 0 de ma palette, je vais m'en servir en fond sur mon image. Et les autres couleurs de 1 à la longueur de ma palette, bah, ça sera des couleurs que j'utiliserai pour les différents éléments que j'ai. Donc c'est pour ça que j'utilise toujours ça un peu de la même manière.
je fais toujours une palette aléatoire, une autre variable palette où je mélange ma palette, et une dernière, du moins une dernière cellule, display palette, qui me permet d'afficher ma palette. Hop, je refais un publish, comme ça vous avez tout. Et du coup, tant que tu n'exécutes pas le premier bout de code sur ton random palette, tu es sûr de garder Ouais, toujours la même. exactement, c'est ça, exactement la même, exactement dans le même ordre. Et du coup, là, voilà, c'est. Maintenant, je peux exécuter autant de fois shuffle P jusqu'à avoir le rose clair, par exemple. J'ai vraiment pas de chance en aléatoire ce soir. Ah, bon. Ah, voilà. Mettons, voilà, je veux le rose clair. Bah, du coup, des fois, je fais ça comme ça. Après, c'est pas grave, vu que en général, je l'applique aussi au fur et à mesure à mes éléments. Donc, des fois, je me rends compte de choses où j'obtiens des résultats que j'espérais pas forcément, mais qui peuvent être intéressants. Donc, ici, bah, par exemple, au lieu de notre background 0, on va pouvoir faire palette 0. Nos strokes et ça, on les gère directement dans notre classe rectangle. Pour chacun de nos rectangles, maintenant, on va pouvoir leur attribuer une couleur. On va pouvoir faire this.c égale. Euh, ah ben, on va utiliser une autre fonction un peu pratique, c'est rand int. Et je sais qu'on utilisera aussi random directement. Rand int, ça me permet d'avoir un nombre aléatoire entre un minimum et un maximum, ou juste un maximum et 0 si je lui passe pas de minimum. Et random, ça me permet d'avoir un nombre aléatoire entre 0 et 1 si elle n'a pas de paramètres, entre 0 et un max, ou entre un min et un max, selon le nombre de paramètres que je lui passe. Donc ici, ma couleur, je vais faire palette, rand int, entre 1, comme ça je prends pas la première couleur, je l'ai réservée pour mon fond, et palette.length. Et donc ici, alors peut-être qu'on va faire notre stroke en noir, et ici on pourra faire this.c, du coup ça sera notre couleur. Donc, hop. Pareil, je refais publish. Et donc on commence à avoir des trucs un peu plus visuels. Ici, bah, c'est pareil, je peux changer jusqu'à ce que j'ai une palette qui me plaise. Je vais dire, ok, c'est quoi le fond? Hop. Jusque là, ça va? Ouais. Yes. Et bah du coup, on va pouvoir maintenant animer un peu, animer chacun de nos rectangles. Alors nos rectangles, comme on a le temps, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, on va pouvoir les animer. Alors si on reprend un peu l'animation que j'avais faite au début, on a nos rectangles qui tombent en venant du haut. Euh, du coup, c'est simplement de modifier la hauteur de notre rectangle. On peut faire une variable const h égale is linear step de notre temps. On va dire par exemple entre 0,1 et 0,3. On va animer ça fois 10.h. Hop. Pardon. Et ici, on met juste notre hauteur là. Alors, j'en ai que deux, bien sûr. Ou pas du tout. Tac. C'est pas encore hyper palpitant. Je vais essayer de rendre ça un peu plus visuel. Le, juste le easing comme ça, ça peut être intéressant, mais c'est pas toujours non plus exactement ce qu'on veut.
Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi utiliser, alors c'est pareil dans Utilities, je me suis fait juste un raccourci. Alors attendez, tac. Easing pour charger, alors on pourrait faire la même chose. Tac. Pour charger directement les fonctions de easing qu'on peut retrouver dans D3JS. En fait, c'est toutes les courbes de easing. Alors, soit on fait comme ça, ou moi, maintenant que je me suis fait un raccourci, je l'importe aussi. Ça m'évite d'avoir encore une cellule. Tac. Je l'importe avec le reste. Et je vais le mettre à côté de easing. Et donc, check maintenant, j'ai accès à toutes les fonctions de easing de D3JS. Et donc, alors, on peut peut-être aller les regarder. Il y en a plein. Tac. Où est-ce que... Voilà. Hop, je vous partage le lien aussi vers ça. Et du coup, on voit un peu toutes les fonctions d'animation qu'on peut avoir, toutes les courbes de easing qu'on peut avoir. Donc il y en a un paquet et ça nous permet d'avoir accès à ce genre de choses. Donc par exemple, nous là, notre temps, on lui a dit de 0,1 à 0,4, je crois. C'est ça? Linear step. Et du coup, au lieu d'utiliser is, on va utiliser easing.isBounce out. Bang, 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 bang. Et donc, c'est exactement l'effet qu'on veut pour notre rectangle, pour qu'il tombe en rebondissant. Donc ici, hop, easing.isBounce.in.out. Ok. Alors pareil, je republie. Ça roule? C'est toujours clair? Mais du coup, on voit qu'on a accès à pas mal de choses finalement, et c'est là où c'est vraiment un des avantages d'Observable encore, c'est qu'on peut importer hyper facilement des éléments, ajouter des outils, et du coup progressivement construire son résultat, sans avoir à passer dans le terminal, à faire des npm install, à se refaire un environnement à chaque fois, à aller chercher toutes nos dépendances. Là, on est directement dans notre notebook et on a nos éléments. Deuxième étape de l'animation, du coup, on a nos rectangles qui tombent. Toc, toc, toc. L'idée, c'est d'atteindre un tout petit peu et de les faire se déplacer sur la gauche, mais aussi de réduire la largeur en même temps. Donc, pour ça, on peut faire const x. X, alors on va le faire partir à partir de this.x plus non, alors je vais pas le faire partir d'ici de this.x. On va faire directement linear step. On va se dire entre 0,6 et 0,8. Ah ben, j'ai pas mis le temps. On va lui mettre du easing directement en faisant is fois this.w. Et du coup, ici, ça va nous permettre alors de l'avoir fait
pas l'avoir fait partie de this.x, ça va me permettre de faire this.x plus x. Et par contre, la largeur de mes rectangles, au fur et à mesure que mon x va avancer, je vais vouloir réduire la largeur de mon rectangle. Donc je vais lui dire this.w moins x. Alors 100 frames, c'est trop long. On va réduire à 60 frames. Que l'animation, elle soit un peu plus rapide. Donc vous voyez, en fait, je déconstruis juste mon animation en disant, bah, cet élément-là, il bouge de tel temps à tel temps, celui-ci de temps à temps. Pareil, il y a un truc qui est pas hyper beau, c'est qu'on a nos traits, nos contours qui restent présents aussi bien au démarrage qu'à la fin de nos éléments. Ce qu'on peut faire, c'est aussi faire une autre variable. On va faire const SW pour stroke weight. Et elle, on va vouloir l'agrandir une première fois au moment de l'apparition de notre rectangle et la faire disparaître ensuite au moment de la disparition de notre rectangle. Donc on va pouvoir utiliser linear step up down de t. Donc on veut que notre stroke weight il augmente de 0,1 à 0,3 et qui réduise quand on va descendre de 0,6 à 0,8. On va lui dire peut-être fois 2 pour l'épaisseur maximale de notre stroke weight. Et on va utiliser s.strokeweight, donc la méthode de processing, SW. Voilà. Je publie ça. Peut-être que 2 c'est un peu épais, non? Ça réduire à 1.5. Voilà. Pareil, je suis pas hyper satisfait. J'aimerais mieux que l'orange il soit au milieu des autres couleurs. Bon. Du coup, là, en gros, ça fait une petite heure qu'on y est, on a réussi à avoir un truc sympa assez rapidement. Ouais. Mais il y a beaucoup de briques que tu as construites au préalable. Est-ce que c'est des briques que tu as construites, notamment je pense à Divide Rect, mais c'est valable aussi pour les linear step, etc. Ouais. Est-ce que c'est un truc que tu as construit parce que tu en avais besoin pour ces petites idées visuelles, ou est-ce que tu as fait la fonction et puis après tu as essayé de voir comment... il y a eu un peu des deux. Alors, du coup, avec des allers-retours. typiquement, Linear Step et Divide Rect, c'est parce que j'ai vu des trucs passer. Alors, à chaque fois, c'est pareil, je documente. Donc, tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour mettre le lien vers Motion Toolkit, ce sera plus pratique. Où est-ce qu'il est un peu... Non, il est Linear Step. Donc ici, tac. From Motion Toolkit, on va mettre comme ça le lien il est visible.
c'est des trucs que j'ai vu passer et que je trouvais hyper intéressants. Du coup, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant de voir comment les utiliser. Et c'est des outils que je vais pouvoir réutiliser pas mal de fois. Par exemple, Divide Rect, je m'en suis servi bah, là il y a quelques jours. Alors si je vais dans toc toc toc, non c'est là-dedans, collection. Je m'en suis servi pour faire ce gif-là. Tac. Où bah, c'est justement c'est des grilles récursives. Alors là c'est divide rect fort pour avoir des carrés de partout. Mais c'est vraiment c'est de se dire ok je trouve des éléments techniques intéressants qui vont pouvoir être réutilisés. Après j'essaye de les adapter justement pour que je puisse m'en servir aussi bien pour faire du plotter que pour faire du canvas, pour faire n'importe quoi finalement. Et du coup, de se dire, ah, c'est pratique. Après, il y a des choses que, bah, il y a avec, avec Observable, j'ai aussi accès à tout ce qui est repo NPM. Donc, c'est aussi hyper pratique. Donc, il y a des trucs que je n'ai pas besoin de réécrire, typiquement. Il y en a d'autres que je vais juste réimporter. Donc, bah, par exemple, D3 Ease ou alors des, euh, des packages pour faire du PRNG, c'est-à-dire du pseudo random number generator, et comme ça je peux avoir une seed et être sûr d'avoir toujours les mêmes nombres aléatoires dans l'ordre. Plutôt que de, comme je sais que je les réimporte hyper régulièrement pour m'en servir, bah du coup je les ajoute dans mon notebook utilities et après je sais que ça me fait un raccourci, je les appelle en faisant utilities et après je veux PRNG à l'intérieur ou ce genre de choses. Ah, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas fait, c'est l'étape, le finish en fait sur ces gifs-là, comme là on est arrivé à une animation finalement. On va juste faire deux autres trucs en fait. Le premier truc, c'est un petit bonus visuel justement, c'est d'utiliser du motion blur. Alors pour ça, on a besoin de deux paramètres. On a besoin d'un shutter angle, c'est la quantité en fait de flou qu'on veut. Alors elle n'est pas limitée à 1, vous pouvez mettre 20 par exemple si vous voulez, mais ça va vous faire des choses qui sont hyper floutées. Peut-être que c'est un peu trop. Et par un nombre de samples entre chaque frame, c'est-à-dire entre deux frames, du moins pour une seule frame, combien de fois je vais, je vais refaire mon animation. En fait, le temps, on va faire des espèces de micro-steps. C'est-à-dire qu'au lieu de passer de 0 à 1, du moins non, de 0 à 0,01, et ben, je vais pouvoir diviser le temps entre deux frames, je vais pouvoir le diviser encore par un nombre de frames que je veux. Et du coup, c'est samples per frame. Mettons qu'on veut 8 samples par frame. Donc ça va être un peu plus long à calculer au départ, mais après on aura toujours notre animation qui est faite pour tourner à 25 frames par seconde. Et du coup on a quelque chose d'un peu plus lisse, un peu plus joli. Alors c'est peut-être pas assez en fait 8, 0,5, on va peut-être augmenter un peu. Et du coup de se dire ça. Donc ça c'est un premier bonus visuel qu'on peut avoir sur ces choses-là. Alors il y a un deuxième il y a un deuxième effet qui peut être utilisé sur les loops, mais ça va pas très bien fonctionner, je pense, avec cette composition. C'est l'aberration chromatique. Ça va nous permettre de disséquer un peu notre couleur. C'est-à-dire qu'au centre, on aura bien nos couleurs, et puis plus on va aller sur les côtés de notre animation, et plus les channels rouge, vert et bleu vont être séparés. Je vais la mettre assez fort volontairement pour que vous le voyez bien. Du coup, vous voyez, ça le décale de presque 5 pixels ou plus. Mais ça fonctionne pas trop pour cette composition, donc
on va s'en passer. Par contre, il y a un dernier élément qui peut être pratique. Alors, je m'en sers soit pour certaines vidéos, sur certaines plateformes, on a besoin que les vidéos fassent un minimum de temps. Euh, et du coup, on peut faire loop. Par exemple, on peut faire deux loops. Et du coup, mon temps va aller. Du coup, je vais avoir une animation qui au total fera 120 frames. Mais de 0 à 60, j'aurai mon temps qui va de 0 à 1. Et à nouveau, je vais avoir une deuxième fois de 0 à 60, du moins de 1 à 60 pour avoir 120 frames. À nouvelle fois, un temps, oui, un temps qui va aller à une deuxième fois de 0 à 1 également. Donc là, par exemple, en faisant loop 2, bah, du coup, ma boucle va tourner deux fois et j'aurai une vidéo qui fait deux fois cette boucle-là. Et ça a un autre intérêt, du coup, c'est pas seulement de répéter et d'avoir le temps, c'est que justement, quand on fait des boucles comme ça, bah, c'est hyper répétitif. Tout de suite, on voit le deuxième qui va retomber exactement de la même manière. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un paramètre, en fait, c'est que dans notre objet global, on va avoir une variable qui s'appelle frame. Donc, on va pouvoir faire if g.frame égale 0. Tac. Alors, on crée nos rectangles. Donc, vous voyez, tout ce qu'on avait dans le setup, pouf, je le mets là-dedans. J'ai plus besoin du setup, du coup. C'est-à-dire à la frame 0. Donc, mes frames, là, elles vont aller de 0 à 59 et une deuxième fois de 0 à 59. Mais à chaque fois que je vais être sur la frame 0, je vais générer des nouveaux rectangles. Donc, ça veut dire que je vais avoir ma loupe qui va jouer deux fois, mais avec deux types avec deux subdivisions différentes. Ce qui permet de casser un peu la monotonie de la frame et de se dire, ok, il se passe une deuxième chose. Et puis finalement, on revient à la première, mais l'œil s'habitue moins que juste sur une boucle qui se répète tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc après, bah, on l'a fait deux fois. On pourrait aussi la faire trois fois pour casser encore plus le cycle de répétition. Et donc ça, c'est encore un petit paramètre qui peut être assez pratique justement pour éviter que notre boucle se répète en permanence et de se dire, ok, finalement, on a des choses qui varient. On montre aussi justement l'aspect génératif finalement des compositions, du travail qu'on peut faire par cet élément-là. J'ai l'impression que ta compo, elle se régénère pas Euh, sur tout le temps de la même subdivision. attends, fais voir. Alors, j'en ai une avec un petit rectangle orange. Ah mince. Alors attends, c'est loop avec un S. Ah, Bah ouais, c'est pour faire plusieurs loops. Voilà. Merci. Hmm. Hop, je refais publish. Et comme ça, vous avez à peu près l'animation finale. Et donc, une fois qu'on a ça, bah, on a juste à sauvegarder, à partager. On peut venir modifier, venir changer ses palettes jusqu'à avoir la palette qui nous plaît. Ou alors aller chercher directement une palette vraiment qu'on a choisie ou qu'on compose. Hum, Et du coup, voilà, de pouvoir jouer assez facilement. Donc, vous voyez, finalement, avec le code qu'on a, et puis même là, la façon dont il est écrit, alors on pourrait faire un peu différemment, mais voilà, on a quelque chose finalement qui est très simple, où on utilise juste différents outils au niveau
de créer une espèce de complexité visuelle, même si ça reste encore assez simple. Il faut qu'il y ait un peu de complexité dans le rendu. On utilise des éléments d'animation aussi bien au niveau de la timeline qu'au niveau des mouvements qu'on peut faire. Une complexité et des choix de couleurs pareils qui peuvent être assez facilement modifiés. Et donc cet outil-là, bah, vraiment, il me permet de faire un paquet de boucles et des fois, je sais pas, je vais mettre. Il y en a où je vais passer 2 heures à le faire, à me prendre la tête, mais je vais expérimenter pas mal de trucs et des fois, en 20 minutes, ça peut être fait. Quand on a une idée assez précise, ça, je l'ai fait en une vingtaine de minutes parce que je savais ce que j'allais faire, du moins je l'avais imaginé, et donc après c'est de se dire ok j'ai toutes les briques techniques finalement qui viennent s'utiliser assez rapidement, j'ai pas besoin d'aller les chercher très loin euh, parce que j'ai mes utilitaires, voilà, ouais c'est que des séries d'utilitaires finalement assez différentes mais qui me permettent de produire très rapidement. Donc c'était un peu le but de la soirée. De vous montrer comment ça fonctionne et puis de pouvoir prendre vos retours si vous en Ok, avez. super, c'est bien, c'était cool. Je sais pas s'il y a il y a d'autres questions. Je vais peut-être arrêter OBS, mon ordi sera pas en train de mourir aussi longtemps. Mais tac.